Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Avec près de 60% des voix, le président français Emmanuel Macron a été réélu dimanche dernier et c'est l'entame de 5 autres années au palais de l'Élysée. Mais 5 autres années qui seront radicalement différentes de celles qui viennent de s'écouler. Les défis sont en effet autrement plus rudes et les incertitudes se multiplient tant sur les plans économiques que géopolitiques, politiques que diplomatiques. La montée de l'extrême droite en France, malgré la défaite de Marine Le Pen, est de nature à exacerber les tensions sociales. Et sur le plan économique, les déficits et endettements ont singulièrement augmenté depuis 2017. Mais c'est aussi sur sa politique extérieure que sera attendu le président Macron. Comment sortir de la guerre en Ukraine et reconstruire l'Europe sur les décombres ukrainiens et la rupture qui semble définitive ou au moins durable avec la Russie de Vladimir Poutine. À partir d'ici, d'Afrique, c'est le wait and see qui sera de mise. La France recule irrésistiblement sur le continent. Mali, Centrafrique, Burkina Faso et d'autres pays à venir. Avec le Maroc, les relations ne semblent pas être non plus à leur meilleur niveau. 2 visites d'Emmanuel Macron en 5 ans, aucune visite d'État et une sorte de bras de fer qui se poursuit depuis plusieurs années, durci depuis plusieurs mois. Le second mandat du président réélu sera-t-il celui d'un vrai partenariat avec l'Afrique dans un sens plus équitable, plus respectueux, plus fructueux? Quel sera le rôle de la France, ancienne puissance coloniale au Maghreb? Concernant le conflit du Sahara, Emmanuel Macron emboîtera-t-il finalement le pas à l'Espagne, à l'Allemagne et surtout aux États-Unis? En un mot, comment sans la France retrouvera-t-elle durant ces 5 années la place qu'elle est en passe de perdre en Afrique et plus spécifiquement au Maroc? Autant de questions politiques, diplomatiques et économiques auxquelles nous répondrons avec nos invités. Abdelhamid Belkhtab, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat avec une spécialité sur les relations internationales, on va dire. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abdelghani Oumni, bonjour. Vous êtes professeur d'économie et expert en politique publique. Donc, nous commençons avec vous, Abdelhamid Belkhtab. C'était dimanche dernier, donc, on a vu les résultats, une montée inexorable de l'extrême droite au second tour de la présidentielle, une extrême droite qui pesait le tiers de l'électorat au premier tour, qui est un peu plus de 40 et qui se rapproche donc inexorablement avec le temps des 50% au second. On se rappelle, en 2002, c'était Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac, c'était 80-20. En 2017, c'était 65-35, Macron-Le Pen. Et là, maintenant, c'est 59-41, on va dire. Alors, comment vous expliquez cette montée, cette avancée de l'extrême droite? Et comment peut-on prévoir les 5 prochaines années en matière de politique intérieure française? C'est simple à comprendre. Tout d'abord, il y a eu une certaine désertification du champ politique français qui est due essentiellement à cette balkanisation de l'échiquier politique. Donc nous sommes devant une réalité partisane très balkanisée, très éclatée, de telle sorte à ce que le centre a été érodé depuis maintenant plus de 2 décennies. Donc les partis de centre-droite et les partis de centre-gauche ont été littéralement ravagés ces derniers temps. On voit très bien qu'ils arrivent mal, les Républicains ainsi que le Parti socialiste arrivent mal à convaincre l'électorat en France. 8e et 10e position, quelque chose Absolument. Comme ça. Et à partir de ce moment-là, le clivage politique entre la gauche et la droite n'a plus de sens en quelque sorte, parce que l'entreprise politique initiale d'Emmanuel Macron, c'était tout simplement de construire un bloc au centre qui va se substituer justement à la gauche centriste classique et à la droite centriste classique. Mais ce qui s'est passé, c'est que effectivement l'entreprise a réussi, oui certes, mais je dirais, à court terme. Mais à long terme, les conséquences sont là. C'est que nous sommes devant une catastrophe politique au sens propre du terme, puisque le Parti socialiste n'existe plus, il est en train d'agoniser. Les Républicains n'arrivent plus à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et finalement, l'entreprise d'Emmanuel Macron souffre justement à convaincre cet électorat centriste dont il était la réponse. Et au final, nous avons la réponse normale, c'est que c'est vrai, les gens ont voté utilement pour Macron, mais la polarisation politique existe désormais entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et au centre, il n'y a rien. Un centre accordéon, quoi. Voilà, il n'y a rien. Qui peut s'élargir. Et finalement, on voit mal comment Emmanuel Macron pourrait poursuivre son entreprise sans pour autant rallier justement les membres des 2 partis centristes qu'il a tout simplement fait éclater en quelque sorte.
Donc, on verra comment les choses évolueront, mais chose est certaine, le deuxième mandat d'Emmanuel Macron sera plus difficile que le premier mandat. D'ailleurs, en général, en France, nous avons une certaine malédiction du deuxième mandat. Donc, on verra comment il pourrait, par la suite, convaincre les centristes à voter pour lui dans les législatives. Sinon, c'est la cohabitation qui aura lieu. La cohabitation dans le système politique et constitutionnel français n'est pas quelque chose qui est préalablement fixé et dont les règles sont déjà fixées. C'est un jeu d'influence, c'est un bras de fer entre le président et le gouvernement. Et on verra comment est-ce que Emmanuel Macron sortira justement de cette situation. On verra ça donc en juin. Abdelghani Oumni, Abdelhamid Belkhtab nous dit donc qu'il peut y avoir un gouvernement de coalition. Donc la République En Marche avec un autre parti, certainement la droite ou la gauche. Certains analystes en France disent que, je cite, le président a fracturé la droite dans son premier mandat, il pourrait peut-être fracturer ou essayer de fracturer la gauche dans le deuxième. D'un autre côté, il parle aussi de troisième tour. Premier tour, deuxième tour et troisième tour, ce sont les législatives qui sont en fait en deux tours. Et là, Jean-Luc Mélenchon, donc le patron de la France insoumise, commence à parler, dit que élisez-moi, votez pour moi en tant que Premier ministre. Est-ce que vous y croyez à cette option? Vous voyez quoi au juste pour les législatives? Ou une cohabitation, ou carrément un gouvernement d'alliance qui pourrait donner un peu plus de pouvoir, de liberté de marge de manœuvre au président Macron. Vous voyez les choses comment pour les législatives? J'aimerais d'abord nuancer quelque chose que M. Belkhtab a parlé. En fait, ce n'est pas la France aujourd'hui. Ce qui a été détruit par la stratégie de dépassement et d'affaiblissement des blocs de gauche et de droite que Emmanuel Macron a poursuivi depuis 2016, pas depuis 2017. C'est comme ça qu'il est arrivé président de la République en créant En Marche. En fait, la gauche du gouvernement et la droite du gouvernement ont disparu aujourd'hui, se sont effrités. Et aujourd'hui, on a un bloc central qui est constitué d'En Marche et aussi du MoDem et aussi d'autres personnes de LR qui sont venues vers ce bloc central. Et c'est lui qui gouvernera. Et nous avons en face les extrêmes. On a l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors, Jean-Luc Mélenchon est arrivé d'abord troisième. Et puis, il a perdu la deuxième place à 600 000 voix près. Mais il faudrait regarder, dans le vote Mélenchon, il n'y a pas que du Mélenchon, il n'y a pas que la France insoumise. Oui. Il y a 60% de personnes qui sont venues du centre-gauche et de la gauche et d'autres gauches, parce que cette élection présidentielle... Excusez-moi de vous couper, dans le vote Macron au deuxième tour, il n'y avait pas que du Macron non plus. Pareil. Voilà, alors je vais vous dire, en fait, cette élection présidentielle a été au premier tour et au deuxième tour une élection du vote contre et du vote utile. Alors, du vote utile et contre au premier tour comme au deuxième tour, c'est-à-dire beaucoup de personnes pensaient que la France insoumise, que Jean-Luc Mélenchon était le meilleur à pouvoir défendre le peuple contre l'élite. Et ceux qui ont voté pour Macron, c'était la même chose, qui sont venus de droite. Oui, finalement. Donc, et terminez, vous réagissez. Alors, par contre, aujourd'hui, est-ce qu'il y aura une cohabitation? Moi, je ne pense que non. Je crois que Emmanuel Macron aura une majorité. Elle sera beaucoup plus faible, mais on aura un quatrième tour dans la rue. Dès septembre peut-être. Le quatrième tour, ça sera un quatrième tour d'abord des syndicats, c'est-à-dire des syndicats de gauche surtout. Il y aura aussi un quatrième tour de la part des élus locaux que Emmanuel Macron les a pas attirés vers lui. Donc on va avoir un pouvoir central, politique, d'une majorité et d'un président qui va être seul. Je ne crois pas que la gauche ira vers Macron. Et je crois par contre qu'une partie des Républicains gouvernera avec Macron. Donc ça sera un centre droit, renforcé par quelques élus de la droite républicaine connus, mais pas tous. Ça s'explique probablement parce que les Républicains sont en train de se chamailler tout le temps. Donc personne n'est avec personne, donc il va recruter parmi les Républicains des personnalités, mais pas le parti, pas le courant. C'est ça le problème. Qui est intéressant. Oui. Le problème en France actuellement, c'est que nous avons un président de la République par défaut, étant donné qu'il n'y a pas de repère politique, idéologique clair comme ça a été au départ. Au départ, il y avait un clivage droite-gauche, les gens pouvaient se reconnaître et s'identifier facilement avec un parti politique. Actuellement, lorsque Emmanuel Macron a essayé de construire ce bloc centriste, il a fait quoi? Il a tout simplement causé, en quelque sorte, la mort lente
et l'effritement lent des partis de centre, notamment les Républicains et le Parti socialiste. Le résultat actuellement, c'est que les gens ont voté utilement pour lui, certes, ça c'est sûr, mais les gens ne se reconnaissent plus dans ce centre, ils se reconnaissent plutôt dans les extrêmes. Soit vous êtes extrême droite, surtout sur les questions de la droitisation, en quelque sorte, de la droite, sur les questions de l'immigration, de la sécurité. Soit vous êtes de l'extrême gauche, comme c'est le cas de Mélenchon, qui est recueilli, qui est réuni en quelque sorte tous les insatisfaits, en quelque sorte, de la gauche classique. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé justement pour le vote ultramarin. Dans tous les territoires d'outre-mer, les électeurs sont passés d'un extrême à l'autre extrême, en évitant de voter pour le président sortant. Mais les Français de l'étranger aussi, qui ont voté à presque 40% pour Mélenchon, et ils n'ont pas voté. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Aziz Bousta. En fait, vous regardez les Français de l'étranger et vous allez avoir un vrai miroir de cette politique de casting que Emmanuel Macron a, parce qu'il gouverne par casting. En fait, vous avez raison, M. Belkhtab, Emmanuel Macron recrute des individus. Voilà, ce n'est pas des partis, ce n'est pas des formations, il n'est pas sur une lecture idéologique parce que ce n'est pas un idéologue. C'est une France start-up qu'il veut, c'est aussi une France libérale, c'est un manager. Donc il vote par personne et même dans ses relations internationales, il ne discute qu'avec les pays qui ont un très gros PIB. C'est sa vision de voir la politique et de voir les relations internationales. Maintenant, ce que vous dites, vous avez raison. Quand vous regardez les Français des territoires d'outre-mer, eux, ils ont voté l'extrême droite parce qu'ils ont la certitude de rester français. Par contre, les Français d'Afrique, ils ont voté l'extrême gauche parce qu'ils ont peur de ne plus être français. Et puis, vous avez les Français d'Amérique et de la Grande-Bretagne qui ont voté Macron parce qu'ils ont... Maroc aussi, hein. 80% des non, on ne parle pas du deuxième tour. Je parle du premier tour. C'est le premier tour qui était intéressant. Le premier tour était intéressant. Vous regardez, on a sur l'Afrique, sur le continent africain, les Français de l'étranger, c'est 40% pour Mélenchon. Ils ont une peur de perdre leur citoyenneté française. Et c'est pour ça qu'ils ont voté, qu'il y a eu ce vote massif. Attends, je ne comprends pas cette question de perdre la citoyenneté. C'est la deuxième fois que vous le dites. Je le dis. C'est passé la première fois, mais ça veut dire quoi perdre la citoyenneté française ? Je le dis 2 fois, je peux le dire 3 fois. Ouais, parce que Marine Le Pen, dans son discours, il y a d'abord... Ah d'accord, donc vous faites référence à l'extrême droite qui pourrait déchoir des gens. Donc, si vous voulez, l'extrême droite, parce que Marine Le Pen, c'est une candidate sociale nationale qui défend la priorité nationale franco-française. Et donc, au niveau, si vous voulez, des territoires d'outre-mer, elle a eu l'adhésion. Après, c'est intéressant. Et puis, les Français dits riches ou privilégiés du Royaume-Uni et des États-Unis ont voté pour Macron dès le premier tour. Par contre, sur le continent africain, il y a quand même une pression sur les Français de l'étranger qui sont souvent binationaux et qui ont peur de ne plus être français. Et ce vote, a été aussi dans ce sens, en plus aussi d'une élite intellectuelle qui est classiquement de gauche, parce que la binationalité commence à primer en Afrique. Très bien. Voilà. Alors, on va venir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'Afrique, au Maroc. Abdelhamid Belkhtab, 5 ans de présidence Macron, 5 ans de lent mais inexorable recul de la France en Afrique. Donc une brouille spectaculaire avec Bamako, des relations de plus en plus distendues avec le Burkina Faso, avec la Guinée, peut-être la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun. Certains même pensent à passer au Commonwealth. Certains optent pour les Russes, d'autres font des affaires avec les Chinois, travaillent avec les Chinois. Alors comment on peut... D'après vous qui êtes un fin observateur de cette scène-là, au Sahel ou un peu plus au sud, comment expliquer que ces relations de la France avec ses anciennes colonies, qui sont devenues ses amis pendant 50 ans, enfin, autant que l'amitié puisse signifier quelque chose en politique, comment ça se fait qu'on en arrive là ? Voilà. Le problème, c'est que l'Afrique a changé. Elle a profondément changé. Et puis, en plus de cela, la France n'a plus les moyens de sa grandeur, n'a plus les moyens de son passé colonial. Et en plus de tout cela, nous avons un problème, c'est que Macron ne conçoit pas, ne perçoit pas l'Afrique en dehors de la politique étrangère européenne. C'est-à-dire qu'il est incapable de voir l'Afrique comme l'a vu le général de Gaulle, par exemple, comme l'a vu François Mitterrand. Donc, pour lui, sa vision de l'Afrique
passe par la politique étrangère de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Absolument. Ça a été remarqué d'ailleurs au départ, c'est d'abord les Affaires européennes. Ce qui se passe maintenant, lorsqu'il lit la réalité africaine à travers des lunettes européennes, il est en train de lire l'Afrique à travers une attitude allemande, en quelque sorte. Et on sait très bien que les Allemands n'ont pas de tradition historique avec l'Afrique. Les Allemands sont tournés plutôt vers l'Est. Les Nordiques aussi, l'Europe de Nord tout entière est tournée vers l'Est. Et finalement, nous avons un Macron qui est incapable de concevoir et de percevoir justement le vrai poids stratégique de l'Afrique pour la France. Et il est en train de perdre actuellement petit à petit du terrain à cause de cette arrogance, de cette incapacité à comprendre la réalité africaine, parce que la France ne peut plus donner de leçons. Et deuxièmement, la France, s'il veut vraiment être compétitive dans le continent africain, doit mettre la main dans la poche, c'est-à-dire doit être en mesure de concurrencer les Chinois, les Russes et les Américains qui commencent à entrer. Donc finalement, il y a le comportement personnel du président Macron. Voilà. Et puis il y a aussi les autres qui arrivent, les Chinois, les Russes. Absolument, qui bousculent justement cette grandeur et cette image idyllique de la France en Afrique. Maintenant, la France ne peut plus continuer sur le même chemin, ne peut plus. C'est-à-dire qu'il est temps de changer la politique africaine et de ne plus penser l'Afrique comme étant une zone géographique de second plan. Parce que jusqu'à présent, même pour les Européens, l'Afrique, c'est une zone de deuxième ou troisième plan. Donc ce n'est pas un continent très intéressant. C'est vrai, on parle actuellement du fait que les Chinois ont commencé à percer l'Afrique et on essaie d'être compétitifs. Mais je crois que les choses commencent à se faire tard. Est-ce qu'on peut voir les choses aussi, là c'est pour vous deux, simple question. On voit que les Américains sont en train de vouloir d'arriver en Afrique. Le général Townsend, qui est le patron de l'Africom, avait dit là où sont les Chinois et les Russes, les Américains doivent être. Cette tentative ou cette entreprise d'affaiblissement de la Russie et de l'Europe, dont on qualifie un peu la politique américaine aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle peut rentrer dans ce schéma aussi de pensée? Oui, vous savez. Vous réagissez aussi. Je préfère parler d'Emmanuel Macron, qui représente la 5e puissance mondiale économique, mais qui représente une grande puissance nucléaire, qui représente la France. Et moi, pour ce président, c'est le moins africain de tous les présidents de la République française, premièrement. Il n'est pas africain, il n'a pas de politique africaine. Et deuxièmement, Emmanuel Macron a commis une autre erreur, c'est qu'il a séparé l'influence géopolitique de l'influence économique, qui allaient toujours ensemble dans la politique française, le géopolitique et l'économique. Et puis, je pense, il y a aussi une autre hypothèse qu'il a mise, c'est de vouloir, parce que c'est aussi le plus européen de tous les présidents. Après Giscard d'Estaing, c'est le plus européen pour lui, il se rêve président de l'Europe. Donc pour lui, il veut construire une politique européenne de l'Afrique. Alors que tous les présidents, vis-à-vis de ce que M. Belkhtab a dit, c'est que la France, quand même, a un passé colonial en Afrique. C'est que la France, il y a encore le franc CFA. C'est que la France, encore, il y a une langue, le français. Il y a presque de 600 millions, il y a plus de personnes qui parlent le français en Afrique qu'en France. Il y a 10 fois 600 millions de francophones en Afrique. Donc ça, il faudra en tenir compte. Et je pense pour le seul Congo, il y a pratiquement autant de francophones qu'en France. Par contre, là où je mets le doigt, c'est que la France a manqué d'intervenir pour le décollage économique et industriel et sur les chantiers d'infrastructure et sur pas l'aide au développement, mais l'aide au décollage industriel et que les Africains puissent retrouver la souveraineté économique et la souveraineté industrielle et la souveraineté monétaire. Il fallait préparer ça après les colonisations. Et moi, j'aspirais, quand Macron a été élu, qu'on aille vers ça, parce que c'est un président jeune. Il a fait tout l'inverse. Il a abandonné la politique africaine de la France. C'est simple à comprendre, c'est que Emmanuel Macron n'a pas de politique africaine, ça on le sait. Et à partir du moment où il n'a pas de politique sud, envers le sud en général, et donc il a laissé la main à l'Europe, à l'Union européenne. L'Union européenne non plus n'a pas de politique africaine. Il a une politique étrangère qui est axée
ou alignés sur la politique étrangère allemande. Et justement, ce qu'on reproche à Macron actuellement, c'est qu'il a trop laissé les Allemands décider en matière de politique étrangère européenne à la place de la France. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche. Et finalement... Ils ont partagé la défense aux Français, voilà, l'économie aux Allemands, et ça a été une erreur stratégique. Finalement, vous avez une France qui a commencé à s'éloigner petit à petit de l'Afrique. Et les Africains ont senti cela. Et donc, finalement, il y a une perte de terrain de la France partout. Pas de toute l'Afrique. Même dans les pays les plus attachés à la France, comme au Maroc et en Algérie. On voit très bien que le poids civilisationnel, le poids culturel... Mais, Monsieur Belkhtab, je ne serai pas d'accord avec vous sur un point. Sur un point, c'est tant que... Mieux, tant mieux. Alors, je vais vous dire... Ça enrichit le débat. Je ne serai pas d'accord. Parce que, si vous voulez, il faudrait que l'Afrique arrive à maturité. Ah bon ? Et, bien sûr. La France est responsable d'une partie de l'histoire. Il y a une partie de l'histoire. Il y a aussi des choses qui ont été commises positives et négatives. Mais aujourd'hui, vous avez encore 2 minutes pour en découdre. Bien sûr, mais on ne peut pas toujours dire que la France doit venir aider. Moi, je crois que le continent africain... Qui parle de l'aide ? Personne n'a parlé de l'aide. On ne parle pas de l'aide. Il n'a pas parlé d'aide, Abdrani. Moi, je parle d'empathie. Je vais vous dire. Moi, je voyage souvent en Afrique, je connais très bien ce continent. Alors, bien. je vais vous dire, quand vous arrivez dans un pays, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'autoroute, vous n'avez pas de système de santé, vous n'avez pas d'université, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'éducation. Vous ne pouvez pas dire que c'est de la faute de la France. Et d'ailleurs, Macron, dans une de ses interviews, il a dit que l'Afrique anglophone s'en sort mieux que l'Afrique francophone. Et du coup, moi, je crois qu'il faudrait... s'en sort mieux que l'Afrique francophone, ça c'est connu. Le PIB. Mais moi, d'ailleurs, l'Afrique du Sud, par exemple, le Ghana... C'est dû à la méthode de colonisation. Peut-être, mais on ne doit pas tout mettre sur le colonisateur. Aujourd'hui, moi, je crois que ce que fait le Maroc aujourd'hui avec l'Afrique, ce que fait le Maroc sur le partenariat gagnant-gagnant, c'est ce que la France devait faire avec ces pays. Il faudrait aider ces pays à décoller. Le problème en Afrique, c'est quoi ? Les infrastructures, la démographie, l'éducation et la souveraineté alimentaire productive. Et ça, on n'a pas besoin de Macron pour nous le rappeler. Vous savez, maintenant, Macron, ce qu'il fait en Afrique. Le business avec l'Afrique, il est le bienvenu. L'uranium du Tchad, il est le bienvenu. Du Niger, il est le bienvenu. Oui. Mais d'autres choses, non. C'est pas possible. Il faut devenir partenaire. Ça veut dire vous savez, en politique, lorsque vous laissez le vide, la politique n'aime pas le vide. Il y en a d'autres qui vont revenir. Oui, ils sont venus, ils sont arrivés, les Chinois, les Russes, les Américains, bien sûr. Les Turcs, les Chinois sont venus et on dit, bon voilà, puisque les Français sont si arrogants que ça, nous sommes plus modestes. Nous, on ne donne pas de leçons, on dit à personne, voilà comment gérer, et on fait des affaires avec gérer. eux. Et c'est pourquoi, justement, c'est ce qui explique pourquoi la France a perdu. Vous savez, monsieur Belkhtab, oui, je vais vous dire. Moi, je fais partie d'une commission qui s'appelle Commerce extérieur et développement durable. Le déficit commercial français est de 84 milliards d'euros. C'est énorme. D'accord. Alors, ce déficit extérieur, il est dû à ce que le commerce extérieur français privilégie les femmes. Si vous voulez bien, on va reprendre juste après la pause. Le temps file, vous voyez comme ça passe vite. Alors, je vais vous laisser vous en découdre encore pendant quelques secondes en deuxième partie. Et puis après, on va passer à l'autre partie qui nous intéresse, qui sont la relation entre la France et le Maroc. À tout de suite, on se retrouve dans quelques secondes. Allez, on part pour la deuxième partie de ce débrief consacré donc à l'élection française, aux élections françaises présidentielles passées et législatives à venir, et aussi aux relations de la France avec l'Afrique d'une manière générale et le Maroc d'une manière particulière. Et pendant la première période, nos deux invités que sont Abdrani Ioumni et Abdelhamid Belkhtab, pour ceux qui arrivent, étaient en train de parler des raisons du déclin, du recul de la France sur le continent africain, et vous allez le voir, les positions ne sont pas particulièrement partagées. Vous avez la parole, Abdelghani Ioumni, vous continuez. Oui, réaction d'Abdelhamid Belkhtab, et on passe aux relations entre la France et le Maroc. Alors je disais à M. Belkhtab, je fais partie de la commission du commerce extérieur et développement durable, et que la France a 84 milliards de déficit. Et c'est vrai qu'il y a, quand on regarde les entreprises exportatrices françaises, il y a surtout les grandes entreprises industrielles qui sont dans l'armement et dans l'industrie automobile et dans l'aéronautique. Et nous n'avons pas suffisamment de PME et de PMI. Alors ce qui est demandé aujourd'hui dans les entreprises françaises, c'est d'aller dans les territoires
africains et européens et de ne plus relier la question des visas, par exemple, à la question des relations économiques. Il faudrait arriver à trouver et inviter des entreprises de tout le continent africain à venir en France pour faire du benchmark, pour apprendre, pour discuter. C'est ça le but. Moi, ce que je voulais dire à M. Belkhtab, c'est que la France et l'Afrique aujourd'hui doivent être des partenaires. On ne doit plus avoir cette relation de servilité. C'est-à-dire qu'on doit aider ce continent à se lever parce que la pression migratoire... Servilité, c'est un peu fort quand même, servilité. Non, on ne peut pas avoir de colonisation. On n'a plus les colonies. Vous voyez, on n'a plus de relations de supérieur et d'inférieur. On doit avoir des relations de partenariat, d'égal à égal, parce que c'est quoi l'objectif ? Alors, en fait, le curseur doit être... Et pourtant, lorsque Macron fait sa tournée africaine, il est en train de donner des leçons à tous les chefs d'État africains. On ne doit plus avoir des relations qui se basent sur « j'étais le colonisateur, vous avez été le colonisé ». Aujourd'hui, on doit avoir des relations de partenariat parce que je pense que les intérêts économiques, moi je préfère la présence de la France sur le continent africain que la présence des Chinois, des Turcs et des Russes. C'est ma position. C'est votre position. Ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'on parle de politique étrangère des États, généralement, on ne parle pas que du business. Il y a plus que ça. Lorsqu'on parle des politiques étrangères, derrière la politique étrangère, il y a des humains quand même, je sais très bien. avec des sentiments, de l'empathie, de la haine, de l'amour. Et justement, ce qui fait défaut à Macron, c'est cela. Cette dimension-là, mercantiliste, financière des relations, doit être dépassée pour englober d'autres dimensions humaines, culturelles. Et c'est ce qui fait défaut justement à la politique étrangère de Macron. Macron, il est incapable de voir l'Afrique face à face. D'accord ? Et le jeu aussi de géostratégique avec les grands, c'est-à-dire je suis la France, j'aimerais bien me positionner dans l'échiquier international parmi les grands, mais le problème, le vrai positionnement international de la France était grâce et par l'Afrique. La France était devenue une puissance grâce à l'Afrique. Maintenant, elle est en train de décliner à cause de l'Afrique. Non, c'est pas tout. Voilà. Alors, dernière réaction sur l'Europe, justement, n'a pas substitué l'Afrique. Je pense que, vous savez, je me positionne pas. Dernière réaction sur ce sujet, après, on passe au Maroc. Vous savez, je suis un pragmatique. Je suis pas, moi, je suis un pragmatique, c'est comme ça que je construis mes idées. Qu'est-ce que vous voyez au moi ? Non, je ne sais pas, mais moi, je vous dis, moi, je suis un pragmatique. En fait, je ne fais pas... Il a dit pragmatique, pas voyant. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je fais pas attention au comportement. J'essaie de trouver si vous voulez, des solutions consensuelles. Alors, ce que je voulais dire, quand vous regardez l'Afrique, vous savez que les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique, c'est 18 milliards d'exportation et 15 milliards d'importation. C'est epsilon. C'est tout. Mais je suis d'accord avec vous et avec Aziz Boussab, parce qu'on a eu un échange en off. En fait, l'Afrique a les instruments aujourd'hui de puissance et de l'avenir. Voilà. Et l'Europe ne les a pas forcément. Et ces instruments de puissance, il faudrait que la France soit un des premiers moteurs de ces instruments de puissance pour les transformer et pour qu'on n'ait pas cette question fâcheuse du grand remplacement à cause de l'immigration. Moi, je veux que la France se développe sur ses territoires, qu'il produise sur ses territoires, qu'il contrôle sa démographie sur ses territoires. Ça, c'est son affaire. Pour nous, nous sommes africains, nous cherchons ce que fait l'Afrique chinoise. Moi, j'ai dit, je veux l'Afrique. Moi, comment je la rêve ? Je rêve d'une Afrique souveraine, avec aussi l'aide du Maroc, pas avec l'aide de la Turquie et de la Chine, parce qu'ils sont sur une théorie de collier de perles dans le commerce extérieur et ne font que profiter. Moi, je veux, mais vous savez, on a quand même un butin de guerre qui est la langue française. Je pense que le passage de la France dans le continent... Ce n'est pas cette expression, Abdrani, c'est l'expression de Katib Yassine. Ce n'est pas un butin de guerre, ça c'est l'expression martiale de notre ami algérien. Nous, on va dire un emprunt ou un héritage culturel ou linguistique. C'est un peu plus pacifique, c'est un peu moins martial, un peu moins guerrier. Quelque chose qui complémente la culture aussi dans cette langue qui nous permet de communiquer avec les Africains aujourd'hui. Mes amis, est-ce que vous permettez qu'on passe au troisième volet qui est celui des relations à venir, basées sur les relations passées entre la France et le Maroc? Je commence par vous, Abdelhamid Belkhtab. Depuis 18 mois, je ne vous apprends rien, le dossier du Sahara a connu des évolutions majeures. Il y a eu, chronologiquement, d'abord la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'ancien président Trump, ce qui a été bien entendu reconduit et maintenu par son successeur Joe Biden. Et puis, il y a eu cette période de froid avec les Allemands et avec les Espagnols. Les Allemands ont été les premiers à réagir, c'était en décembre, puis en janvier, avec une invitation du chef de l'État allemand au chef de l'État
l'État marocain, avec une reconnaissance donc de la prééminence, une reconnaissance de la crédibilité et du réalisme du plan d'autonomie marocain. Et puis, coup de théâtre ou coup spectaculaire, le revirement total à 180 degrés de l'Espagne. Il reste la France. Il reste la France qui reste figée sur sa position et on ne le dit peut-être pas trop, mais il y a quand même une certaine fragilisation au niveau de ses relations avec le Maroc, dans le sens où la France est connue pour soutenir le Maroc, mais qu'elle a aussi une certaine appétence pour Alger. Comment peut réagir, comment vous voyez les choses venir pour le second mandat, entre ce que attendent les Marocains, ce que j'aimerais bien voir, et ce que exigent les Algériens? Vous savez, d'un côté, les relations maroco-françaises sont des relations très ancrées dans l'histoire et très solides, ça c'est sûr. C'est-à-dire que nous sommes devant des relations qui dépassent en quelque sorte le mandat présidentiel d'un président ou d'un autre. Donc ce n'est pas une question de président ou d'une administration ou d'un gouvernement, c'est une question d'État à État. Donc nous sommes devant un partenariat stratégique, ça c'est sûr. Le problème qui s'est posé dernièrement avec Emmanuel Macron, justement, nous sommes devant un président qui n'a pas beaucoup de sentiments pour l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un qui a empathie. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme empathie. Voilà. Ce n'est pas un président qui a développé une certaine pensée à l'égard de l'Afrique. Et justement, parce qu'il n'a pas de politique africaine et parce qu'il n'a pas de politique maghrébine en plus, dans ce cas-là, il fait quoi? Il attend à ce que Bruxelles, à ce que le couple franco-allemand décide de ces relations. Or, lorsque vous donnez la main à l'Allemagne, l'Allemagne ne s'occupe pas de l'Afrique ni de l'Afrique du Nord. Donc, il a d'autres choses à faire à l'Ouest, d'accord? Et le problème qui se pose à partir de ce moment-là, c'est que nous sommes devant une sorte d'inertie. Mais les Allemands ont évolué. Voilà, exactement. Mais justement, parce que deux papiers, deux documents, les affaires étrangères et la chancellerie. Et la France est devenue prisonnière de sa position, c'est-à-dire de sa position de neutralité. Donc vous pensez que ça va continuer sur les 5 ans à venir? Absolument, ça va continuer parce que, et à cause de cela, je crois que Paris va perdre et le Maroc et l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. L'administration, la diplomatie française a peur d'Alger. Mais Alger, qu'est-ce qu'il a comme instrument de pouvoir contre Paris? Rien, si ce n'est le gaz et le pétrole. D'ailleurs, 90% des recettes de l'Algérie proviennent de l'hydrocarbure. C'est-à-dire que l'Algérie n'a aucune carte à jouer. Et finalement, la France est restée prisonnière de cette neutralité, je dirais, apparente entre Rabat et Alger. Et alors, viendra un moment où on doit clarifier. C'est intéressant parce que certains de nos confrères européens, espagnols, pour être précis, disent que le Maroc est la porte d'entrée vers l'Afrique, est un pays qui bouge, est un pays, ce n'est pas par patriotisme ou chauvinisme que je dis ça, c'est eux qui disent ça. L'Algérie est un fournisseur de gaz, point. C'est assez sec, donc ça rejoint un peu ce que vous dites. Et c'est la réalité. Abdelghani Iouni, voilà justement, Abdelhamid Belkhtab nous dit que finalement, il est convaincu que ça va rester comme ça, que la politique du second mandat de Macron va rester exactement comme ça, c'est-à-dire ne pas trop bouger, et à force de vouloir ménager le chou et la chèvre, on perd et le chou et la chèvre. Donc finalement, il s'agirait de choisir peut-être ou là, sachant que la France est une position de premier partenaire économique au Maroc qui est un petit peu menacée par les concurrents qui arrivent. Vous voyez pas les deuxièmes partenaires maintenant. Toujours premier partenaire économique, mais deuxième commercial, après l'Espagne, je pense. Alors, premièrement, je les vois comme ça, parce que alors, quand on prend les deux parcours économiques des deux pays, le Maroc et l'Algérie, le Maroc a fait son ajustement structurel, sa libéralisation financière, sa transformation industrielle. Aujourd'hui, le Maroc fait partie des leaders des pays émergents sur l'industrie de l'automobile. Et il est aussi sur l'industrie de l'aéronautique. C'est un pays qui a diversifié son économie. C'est un pays aussi qui a conquis des territoires économiques sur le continent africain. Et c'est un pays qui a un savoir-faire, mais il y a aussi un soft power économique et diplomatique et religieux aussi. Et puis, quand on regarde de très près sur les chiffres, le Maroc exporte 4,7 milliards d'euros vers la France et l'Algérie 4,9. Et M. Belkhtab a raison. C'est que le 4,9 algérien, c'est du gaz et du pétrole. Et nous, ce qu'on exporte, c'est des produits transformés et des produits agricoles, mais aussi des fertilisants. Et alors, vous savez que le Maroc et la France sont reliés par des contrats industriels qui sont quand même
massif et lourd qui nous lie sur les villes de Tanger et de Kénitra. Renault et Peugeot, avec Renault et Peugeot, on a transformé d'abord l'industrie marocaine, on est devenu leader, on est passé même, on exporte un peu plus à la France que ce qui nous importe grâce à l'industrie automobile. Et ça a créé, on a 160 000 emplois directs créés à travers l'industrie automobile liée à la France. Et on a presque 40 000 dans l'aéronautique à travers Safran et d'autres entreprises qui sont dans l'alimentaire. Et c'est vrai que si vous voulez, si on est visionnaire, on a parlé d'instruments tout à l'heure, je pense que le Maroc est un territoire d'avenir et que l'Algérie doit se transformer si elle veut. Et l'Algérie est toujours invitée à construire un Maghreb uni, africain et euro-africain, maghrébin, méditerranéen prospère. Et je pense que la France n'a pas à choisir. Elle a avoir la même stratégie que l'Espagne, d'avoir un partenaire économique solide comme le Maroc, tout simplement. Absolument. Le roi du Maroc, le 6 novembre 2021, de mémoire, avait parlé de flou et d'ambivalence. L'économie étant ce qu'elle est, nous voyons maintenant ce qui est en train de se passer. L'Espagne va nous fournir du gaz. Il y a un certain nombre de partenariats qui sont en train d'être faits. Il y a des négociations qui vont être menées. Est-ce que vous pensez que la France ne serait pas lésée par ça? Parce que s'il y a des relations très poussées avec les Espagnols, forcément, ça ne pourrait se faire qu'au détriment de la France. Écoutez, personne ne le souhaite, on ne le souhaite pas personnellement. Je constate des choses, je vois des choses. Pour moi, le Maroc est un pays qui est profondément européen et méditerranéen sur son avenir économique, mais c'est sur son avenir humain. Et puis africain aussi. Alors oui, si les relations économiques et commerciales avec l'Espagne seront faites, ça se fera forcément au détriment d'un autre partenaire européen qui peut être la France. Mais on peut trouver aussi si vous voulez, on peut trouver aussi ce qu'on appelle des joint ventures en économie. On peut trouver des liens, des choses où la France et l'Espagne. Mais pour moi, l'Union européenne, c'est quand même 60% de nos échanges commerciaux. Et donc, c'est un partenaire très important. L'Afrique, c'est 5% pour l'instant. Donc, c'est très important. Donc, il ne faut pas tourner le dos à l'Europe, pas à la France, pas à l'Espagne. Mais je pense que c'est à la France aujourd'hui de décider si le Maroc est un partenaire économique fiable ou pas. Alors, justement, Abdelhamid Belkhtab, comment faire des affaires avec un pays où on ne peut pas aller aussi facilement qu'avant, sachant que même avant, ce n'était pas très facile pour la question du visa, vous me voyez venir. Bon, cette question du visa avait été annoncée en septembre, la restriction des visas pour mettre la pression sur les 3 pays maghrébins pour les questions de OQTF, obligation de quitter le territoire, etc. C'était une stratégie qu'on a dit électoraliste. Les élections sont passées, enfin bon, elles passeront définitivement dans un mois. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui freine le développement des relations avec le Maroc et puis surtout quelque chose qui a contribué à l'altération quelque part, qui a créé certains dégâts dans cette relation? Absolument, absolument. Vous savez, les mesures unilatérales nuisent toujours aux relations bilatérales entre les États. Et le fait de limiter le nombre de visas, ça a impacté nos relations, ça c'est certes. Parce qu'une relation, ça se base, surtout une relation stratégique comme celle entre le Maroc et la France, se base sur la confiance mutuelle. Et à partir du moment où vous interdisez aux ressortissants nationaux d'aller vers la France, comme ça a été le cas et comme ça a été l'habitude de tous les Marocains, vous êtes en train finalement de créer des conditions de méfiance. J'espère maintenant que au départ, j'ai cru que cette mesure était destinée aux Algériens. C'est comme ça qu'on a essayé parce que les Algériens ne collaboraient pas assez avec les services de l'ordre et de renseignement français sur les questions migratoires. Et le Maroc. Les services de renseignement et les services de police au Maroc collaborent parfaitement avec les Français. Et d'ailleurs, les extraditions se déroulent parfaitement, il n'y a aucun problème à cela. Et pourquoi on met tous les œufs dans le même panier? Et je ne comprends pas. Maintenant, j'espère que cela sera dépassé dans les jours à venir. Et j'espère que la relation de confiance entre les deux pays se rétablira au plus vite possible. D'ailleurs, ça a duré longtemps quand même, cette question de visa. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de... Non, vous ça savez, passe, ça fait, on oublie ça. Vous savez, s'il y a un point fort de la diplomatie marocaine, c'est qu'il a dépassé ce stade de réaction au chaud. Donc, nous ne sommes plus dans cette dynamique de réaction à chaud, de dire ça nous a causé tort. On se tait, on laisse les choses mûrir et on voit ce
Ce qui se passe par la suite, c'est une diplomatie donc de raison. Je vois très bien que, j'espère d'ailleurs que la France abolira cette mesure-là et laissera les gens. J'aimerais dire un mot sur les visas. En fait, si vous voulez, avant le confinement, avant l'arrivée de la pandémie, on était à 320 000 visas pour le Maroc. Et puis on est passé à 39 000 visas, et pas seulement à cause de la pandémie, puisque la France a décidé de réduire de 50% le nombre de visas, pas sur les 320 000, mais sur ceux de 2019, c'est à 2020, c'est-à-dire les 39 000. En fait, il n'y a aucune corrélation entre phénomène migratoire et visa. Aucun. Non, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. Parce que le Maroc de 2020, ce n'est pas les Marocains des années 2000 qui étaient pauvres, qui n'avaient pas. La classe sociale qui voyage au Maroc, en Europe, c'est une classe moyenne qui a des moyens et qui part pour du tourisme ou pour la santé ou pour l'éducation ou pour les affaires. Donc, ce n'est pas des migrants. Les gens qui veulent passer par des circuits de migration, ils ne vont pas dans les consulats demander des visas. Donc maintenant, j'espère, comme vous, que la raison va se retrouver et nous avons besoin de relations de confiance entre deux États, deux pays qui ont une relation d'exception historique. Et vous savez que cette année, on va fêter le centenaire, par exemple, du grand lycée Lyautey qui a été construit au Maroc, à Casablanca. Mais on a aussi un héritage avec la France. Et donc, il faudrait préserver cette relation et ne pas, si vous voulez, la mettre à mal avec des petites décisions qui sont comme ça et qui n'ont aucun sens. Absolument, je suis d'accord avec vous parce que nous sommes des partenaires et si on est des partenaires, on doit faire en sorte à ce que ces petites mesurettes ne soient dépassées et ignorées rapidement qu'ils ont été adoptés. Sauf que les personnes qui transmettent ces messages je me rappelle le ministre du Commerce extérieur ou de l'attractivité, je ne sais pas, Risler Thomas ou Franck Risser, j'ai oublié le nom, était il y a quelques mois ici au Maroc et à la CGEM qui lui demandait mais comment on peut faire des affaires quand on n'a pas de visa, il a dit quelque chose du genre, il faut faire avec. Donc bon, il y a quand même... Faire avec, c'est pas possible. Il y a aussi un message dans la forme, il y a le fond, il y a aussi la forme. Rapidement, un petit mot sur les grandes entreprises françaises. Alors, il y a les contrats de quelques sociétés délégataires, des sociétés délégataires qui ne vont pas être reconduits. Apprend-on, il y a une banque, on ne va pas citer le nom, qui a été une banque française, enfin un capital français qui a été acheté dernièrement par un groupe marocain. Oui. Comment vous voyez, on parle de la future LGV, peut-être française, peut-être autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un désengagement des entreprises françaises, des grandes entreprises françaises? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un désengagement. Vous savez que, premièrement, les banques françaises se désengagent du continent africain depuis le début des années 2000. Donc, il y a un désengagement des banques françaises. Donc, ça ne s'explique pas si vous voulez, par cette période un petit peu qui a besoin d'être réchauffée sur le plan diplomatique entre les deux États. Donc, pour les banques. Pour les grandes entreprises françaises, il y a 30 entreprises du CAC 40 français qui sont présentes au Maroc. 30. Sur les 40 plus grandes entreprises, il y a 30. Et ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Deuxièmement, je pense que le Maroc est le premier investisseur d'investissement direct étranger en France, africain. Le premier pays africain en investissement direct étranger, c'est le Maroc. Donc, il ne faudrait pas faire des lectures, si vous voulez, court-circuitées. Il faut regarder qu'aujourd'hui, nous avons une économie mondiale qui change, nous avons des priorités des entreprises privées qui changent, et donc on a des départs et des arrivées. Vous savez que la ville de Grenoble, par exemple, a arrêté avec un des partenaires pour la gestion de l'eau et de l'électricité. Donc la ville de Grenoble en France. Donc on peut bien dire qu'aujourd'hui, les délégations, on ne va plus les faire parce que nous avons du management public qui est en train de changer, c'est tout. Mais ça n'explique pas tout. On a encore Renault et Peugeot, on a Danone, on a d'autres entreprises et une présence française. D'accord. Toujours est-il que nous attendons de la nouvelle administration française, après les élections, qu'il réchauffera en quelque sorte les relations entre les deux pays. Et ça se passe ça se passe au-delà de l'économie, c'est-à-dire à échelle humaine, c'est-à-dire par une visite officielle d'Emmanuel Macron au Maroc et par un rétablissement des différents rapports humains d'abord qui existent entre les différentes classes politiques. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer donc à créer de la dynamique dans ces relations qui commencent je dirais, à se refroidir lentement.
En un mot, il nous reste 2 minutes pour l'émission. Ça va très vite. Vous voyez. Moi, M. Belkhatab, En je suis une minute, d'accord. une conclusion, minute. vous attendez quoi de ces élections? Moi j'attends de ces élections. D'une manière claire. J'attends de ces élections qu'Emmanuel Macron ait une politique étrangère, pas que européenne, aussi africaine et sud-méditerranéenne. Vous rejoignez. Et de reconstruire ce pacte euro-méditerranéen en incluant l'Afrique dans un avenir prospère et protecteur et de sécurité dans cette région du monde qui est très importante et qui est beaucoup plus proche à la France que les États-Unis et d'autres pays. Omar Voilà, Bongo, je voulais vous dire avez ça. tout dit. L'ancien président de Gabon avait dit cette phrase: l'Afrique sans la France est une voiture sans chauffeur et la France sans l'Afrique est une voiture sans moteur. Absolument, absolument. Vous vous retrouvez là-dedans en 1 minute ou en 30 secondes? Comment vous voyez cet avenir? Vous savez, Parce que quand même, il y a eu quand même des dégâts en 5 ans. On ne peut pas reprendre. Il faut remonter une pente avant de se projeter dans l'avenir. Nous sommes un pays qui reste fidèle à ses amis. Je crois que la fidélité à l'égard de la France, elle est là. Donc, il n'est pas ébranlé, mais je crois tout de même que la nouvelle classe politique française doit faire un effort justement vis-à-vis du Maroc pour mieux le comprendre d'abord et ensuite mieux faire des affaires avec lui. Pourquoi pas par la suite, mais faire des affaires sans comprendre. Et d'ailleurs, le français commence à perdre du terrain, les élites commencent à s'éloigner de la francophonie, donc on voit très bien que la France n'est plus seul au Maroc ni en Afrique. Donc il a besoin d'abord de dynamiser sa politique africaine. Sa politique africaine non pas basée sur la force et l'économie, mais aussi sur quelque chose d'autre, comme je l'ai dit, sur l'humain. Sur l'humain. C'est-à-dire nous sommes devant un continent qui est partenaire de l'Europe et non pas un ennemi de l'Europe. Voilà. Nous verrons bien, donc on verra bien quel genre de gouvernement, quel genre de majorité il y aura législative dans 1 mois et demi, dans 2 mois avec le nouveau gouvernement. Nous verrons bien comment il y aura après l'été, comment ça évoluera dans ces relations de la France avec l'Afrique de manière générale et le Maroc. Et on verra aussi à travers cette guerre qu'il y a en Europe. Merci pour vos éclairages. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Wa aidkoum Mubarak Saïd.